Je vais vous présenter rapidement, vous me dites si je dis des bêtises. Hein. Vous êtes professeur à l'Université de Paris 7 depuis 1978, directeur du laboratoire de gamma-gravitation. C'est du passé. C'est du passé. Vous étiez directeur du laboratoire gamma-gravitation, spécialiste de la formation du système solaire, et puis vous avez travaillé sur la sonde Cassini. Vous continuez. Et on va travailler sur différents thèmes sur cette table ronde. On n'a qu'une heure, on va essayer d'aller assez vite et assez efficace. Parmi les sujets qu'on voulait aborder ensemble, c'était la sonde Voyager. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler ce qu'est la sonde Voyager, ses missions, et puis ce que vous avez fait avec? Alors, je vais vous parler 2 minutes, je trouve l'image tout de suite. Hop, alors, on est en train de trouver l'image, car nous avons en plus la chance... Là, vous voyez quand même l'ordinateur d'André Braic. Hein, vous pénétrez son intimité professionnelle. À vous. Voilà, bon, alors, merci. Voyager. Alors d'abord, bonjour à tout le monde. Je suis debout parce que sinon je m'endors. Donc bonjour tout le monde. La sonde Voyager, pour moi, a été la plus belle mission que l'homme ait jamais lancée. Je vous rappelle l'histoire. C'était en 1966. Les hommes politiques de l'époque avaient connu la Seconde Guerre mondiale et ils avaient décidé de donner des moyens à la science. La génération que je suis d'hommes politiques n'ont pas compris ce qu'est la science, mais enfin on va expliquer, donc dans 150 ans ils auront compris. Et donc à 66, on est très très ambitieux, et Kennedy a dit je veux la Lune, il l'a eu, et la méthode de recrutement des chercheurs et des enseignants à l'époque était la suivante. Kennedy leur a dit à ses ministres, vous allez me chercher les meilleurs scientifiques dans le monde, vous leur demandez combien, parce que... C'est vrai que j'aime pas avoir un... Ça marche? Oui, ça marche. Ça marche, voilà. Alors vous prenez les meilleurs scientifiques dans le monde, vous leur demandez combien ils veulent gagner, et puis vous multipliez par 3. Hein. Actuellement, les recrutements à l'université sont un peu différents de nature. Hein. Et donc, vous voyez, dans cet enthousiasme-là, on a dit, il y a une mission qui était un nom en français, aux États-Unis, qui s'appelait le Grand Tour. Et donc les Américains ont dit, on veut aller voir les planètes, on va aller voir Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, qui, je vous le rappelle, à l'époque, les années 60, vous n'étiez pas nés, les dames ici n'étaient pas nées. Et donc, c'était pour nous des points de lumière dans le ciel. Et ces points de lumière, on n'avait aucune idée de ce que c'était. Et on ne savait pas si on pouvait y aller. Parce qu'il y avait la ceinture des astéroïdes. Va-t-on pouvoir la traverser sans collision? Parce qu'il y avait un champ magnétique, un champ électrique très fort. Va-t-on pouvoir passer sans être détruit? Et donc, on veut faire le grand tour. Alors, en 1966... on donne une certaine somme d'argent, la mission est préparée, il y avait 2 sondes qui allaient être lancées, l'une faisait Jupiter, Saturne et Pluton, et l'autre faisait Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et le coup de chance, c'est que les planètes étaient, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, non pas alignées comme certains l'ont dit, mais en gros dans la même direction, et que, en rebondissant sur Jupiter et en passant la bonne distance, on était renvoyé vers Saturne, même jeu, Saturne était renvoyé vers Uranus et on va renvoyer vers Neptune. Donc voilà la mission qui a été conçue. 66, on commence à travailler dessus, et en 1970 et quelques, Nixon est élu au pouvoir, et il prend 2 décisions stupides. Il décide qu'on va lancer la navette spatiale, ce qui a été un gouffre financier qui n'a jamais marché. On devait toutes les semaines lancer 3 navettes, ça s'est jamais fait, ça coûtait très cher, et c'est heureux qu'il ait pris cette décision. Du coup l'Europe a construit Ariane, et du coup on a pris un marché que les Américains avaient un peu abandonné. Donc grâce à l'erreur de Nixon, eh bien, on a pu, nous, être présents sur le ciel, sur le domaine de l'exploration. Et puis ensuite, Nixon a dit, il a coupé les crédits. Il a divisé les crédits de la mission Grand Tour par un facteur 30. Alors, quand on n'est pas content d'une mission gouvernementale, il y a 2 matières. Ou bien on fait une manifestation et on fait brûler des pneus sur la rue, ou bien on fait autrement. Et alors, notre problème à nous, astronomes, c'est que si on fait une manifestation, on n'est pas assez nombreux pour barrer les Champs-Élysées. Hein, donc il faut trouver une autre méthode. Alors on a trouvé une autre méthode, et on a dit oui, alors du coup, on ne va pas aller voir Pluton, on ne va pas aller voir Uranus, on ne va pas aller voir Neptune, on va juste voir Jupiter et Saturne. Puis on va prendre un gros vaisseau, on va prendre un petit vaisseau, puis on va pas prendre des gros instruments, on va prendre un petit instrument. Et alors en mégotant comme ça, on a pu pousser la mission, et en 1977, on a lancé une sonde qui a exploré, alors vous avez peut-être le trajet ici, on part de la Terre en 77, on survole Jupiter, on choisit la bonne distance, on survole Saturne, et on voit Titan. Titan était un corps intéressant parce qu'on avait détecté du méthane. Et qui dit méthane dit peut-être vie. Et vous savez que sur Terre, le méthane est essentiellement dû aux vaches, hein, qui se laissent un peu aller. Hein. Mais il y a peu de vaches sur Titan, pense-t-on. Hein. Et donc on a vu Titan, et voyant Titan, on quittait le plan de l'écliptique. Et puis la seconde mission, pourquoi on faisait 2 missions? Parce qu'il y avait beaucoup d'échecs. Je vous rappelle que Mars, par exemple, qui a été exploré par les Américains et les Soviétiques
dans les années 60 et 70, c'est une série d'échecs. Les Russes ont lancé 15 sondes sur Mars, 15 sondes, 15 échecs. Et les Américains ont lancé 15 sondes, c'est 15 sondes, 7 succès, mais 8 échecs. Comme je disais à l'époque, les Martiens ont une défense aérienne de qualité. Et donc en gros, on va essayer ça. Et puis quand on survole, on voit que Titan, quand on passe là en 1980, eh bien, était couvert de nuages. On ne voyait pas la surface de Titan. Et donc on s'est dit, c'est pas la peine que la seconde sonde survole Titan, puisqu'on va rien voir. Donc pourquoi on n'essaierait pas d'aller vers Saturne et vers Uranus, et Neptune. Alors le problème, c'est que en Europe, on est mal payé, mais à vie. Alors qu'aux États-Unis, on est bien payé, mais pas longtemps. Donc quand vous prolongez une mission spatiale, eh bien, vous êtes obligé de donner des millions de dollars aux ingénieurs qui sont bien payés pour continuer. Donc la NASA ne voulait pas continuer. Moi, je suis intervenu en disant, écoutez, c'est pas grave. Nous, en Europe, on a les moyens. On construit des radiotélescopes pour suivre la sonde. La sonde continue, pas question d'aller la chercher. Et on recueille la donnée. Je ne sais pas si ça a vexé les Américains. J'avais proposé de construire des radiotélescopes à Tahiti, qui est un endroit sympathique pour y aller de temps en temps. Et donc, les Américains disent, non, on continue. Donc, ils ont continué. On a exploré Uranus. On a exploré Neptune. Et là, imaginez le climat. Cette sonde partait découvrir un monde totalement inconnu. Et brutalement trouver un monde avec des montagnes, des vallées, des cratères, des volcans, enfin plein de choses, des mondes à part entière. Et la chose qui m'a frappé à l'époque, c'est tout ce qu'on avait imaginé était faux. Ce qui veut dire que la nature a beaucoup plus d'imagination que les scientifiques ou que les humains, même les scientifiques les plus brillants. Et d'ailleurs, dans notre équipe, moi j'étais en équipe d'imagerie, j'ai eu la chance d'être invité par nos collègues américains à l'équipe d'imagerie. Par exemple, moi, on m'avait dit les satellites sont tous comme la Lune. Et donc le travail que j'avais à faire, c'était compter les cratères. Et le premier objet que je comptais, c'est Io, satellite de Jupiter. Il a 0 cratère, oui, je n'étais pas débordé. Hein. Et donc en gros, c'était totalement différent de ce qu'on avait imaginé. Ce qui fait que d'ailleurs, entre nous, on faisait des paris. Et chaque jour, dans le sein de l'équipe, on pariait qu'est-ce qu'on va voir demain. Et l'objet du pari, c'est celui qui perdait. Il invitait tous les gens de l'équipe dans le meilleur restaurant du coin. Eh bien, je peux vous dire que tout le monde a invité tout le monde dans les meilleurs restaurants. Mais chacun sait que l'astronomie et la gastronomie sont proches. Hein. Donc, vous voyez, la première chose qui me surprend, c'est quand vous explorez le monde, il est d'une richesse et d'une diversité insoupçonnée à l'avance. Alors, cette exploration, 1979 Jupiter, 1980-81 Saturne, 1980 un moment précis. Alors que Voyager survolait ces planètes, survolait à des vitesses comprises entre 15 et 27 km par seconde. C'est-à-dire beaucoup plus qu'une balle de fusil, où je comprenais des mesures en vitesse. Et donc, on prenait des mesures, et à ce moment-là, vous aviez 3 populations qui se rassemblaient. Il y avait les scientifiques, nous étions à peu près, l'équipe d'imagerie, on était 12 dans l'équipe, et l'équipe d'infrarouge était aussi un certain nombre, et on venait avec nos étudiants. Moi, les collègues américains m'ont dit, tu viens avec un étudiant, pas plus. Je suis venu avec 9 étudiants. Hein. Simplement, on avait 2 chaises, donc chaque étudiant occupait la chaise à tour de rôle. Donc, ces chaises ont été occupées 24 heures sur 24. Donc, bonne rentabilisation du matériel. Et donc, chacun, il y avait beaucoup de monde. On avait quelques centaines de scientifiques qui étaient censés expliquer ce qu'on trouvait. Il y avait des journalistes de tous les pays du monde. Il y avait 700 à 800 journalistes qui suivaient les événements. Tous les pays ont envoyé du monde, le Guatemala, la Finlande, la Suisse, tout le monde, sauf la France. Hein. La France, bon, bah, c'est autre chose. Hein. Les gens de TF1 ont débarqué, ils ont dit « Oh, c'est noir et blanc », ils sont repartis. Ah, bon, très bien. Ce qui fait que j'ai fait des documentaires en japonais, enfin, ils me traduisent parce qu'ils ne parlent pas japonais. Ça montre combien la culture scientifique en France est répandue. Et ensuite, il y avait aussi des gens importants. Les gens importants, c'est quoi? Ben, c'est des hommes politiques qui, serrant la main d'un scientifique devant une caméra de télévision, ça fait 3 voix de plus aux élections. Ou bien c'est des acteurs, Hollywood n'est pas loin, acteurs et actrices, des sportifs, etc. Au passage, on est entre nous, vous ne le répétez pas, mais moi, quand j'étais petit, j'étais très amoureux des actrices américaines. J'allais au cinéma et je trouvais ces femmes superbes, inaccessibles, extraordinaires, donc je fantasmais. Hein. Et puis au moment de la mission Voyager, ben, je les ai rencontrées. Et alors là, il ne faut jamais faire ça. Parce que ces femmes, elles étaient comme moi, elles avaient un peu vieilli. Et puis la lumière n'était pas la même, le maquillage n'était pas le même. Donc mon fantasme a explosé. Donc quand vous avez un fantasme, ne le réalisez jamais, sinon c'est triste après. Hein. Donc vous voyez, on se rencontrait, on refaisait le monde. C'était extraordinaire, c'était un moment unique, je dirais. Et on trouvait, pour vous donner un petit exemple, tout ce qu'on voyait n'avait rien à voir avec ce qu'on avait imaginé. Et moi, ce qui m'avait le plus épaté, c'est que quand on a survolé Saturne, la seconde mission au mois d'août 81, nous devions faire des observations, et c'est frappant, si on me pose la question, je répondrai.
on devait survoler en SLAD. Et on a manqué une découverte, heureusement Cassini a faite, parce que les communications sont interrompues. Et on a compris que la caméra qui était au bout comment dirais-je, d'axe de rotation, s'était bloquée. Et donc on a imaginé sur le coup qu'on avait dû cogner une météorite ou un caillou et que la sonde était cassée. Donc le problème de continuer vers Uranus, c'était un problème quand même. Alors on s'est demandé ce qui s'est passé, puis bon, la sonde a continué sa route. Eh bien, chose extraordinaire, la sonde a été réparée entre 2 et 3 milliards de kilomètres de la Terre, alors qu'il n'y a pas de garagiste sur la route, complètement. Et comment on a fait? On a pris une maquette de la sonde en laboratoire, qu'on avait construite, et on a fait faire en laboratoire les mouvements, les manœuvres qui avaient été effectués par la sonde autour de Saturne. Et on a compris qu'un des axes de rotation s'était grippé. Autrement dit, il n'y avait plus de lubrifiant pour qu'il puisse tourner. Donc il fallait rajouter un peu d'huile. Mais il n'y a pas un garagiste avec une burette pour en rajouter. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a secoué la sonde pour que le lubrifiant coule. On l'a mis comme ça, on a secoué. Et après, on s'est dit tout mouvement de la sonde doit être très lent pour que les freins ne s'en allient pas. Donc vous voyez, l'image que je donnais, c'est que la sonde est partie telle une jeune fille pleine d'énergie, est arrivée telle une vieille dame ayant des mouvements plus lents. Mais chacun sait que dans la vie, le plus important, c'est l'expérience, ce qu'elle avait. Hein. Alors, donc cette sonde a survolé donc Uranus. Et là, le problème, c'est que nos instruments n'étaient pas adaptés pour voir Uranus. On est loin du Soleil, il fait sombre. Donc si vous prenez une photo à un instant donné, eh bien vous voyez rien. C'est du noir sur fond noir dans un cadre noir. Si vous posez pendant longtemps, il y a un effet de bouger. C'est du blanc sur du fond blanc dans un cadre blanc. Et ce qu'on a fait, on a écrit un programme sur un ordinateur qui est des années 60. C'est-à-dire vous allez tout à l'heure dans un supermarché du coin acheter un ordinateur à 10 €, il est 100 fois plus puissant que l'ordinateur de Voyager. Et bien avec ça, on a programmé la sonde pour que les caméras fassent un mouvement inverse du mouvement de la sonde. Et un peu comme si vous êtes à bord d'une Ferrari à 300 km/h sur la route, bah, il n'y a pas de gendarme, vous y allez, hein, eh bien vous photographiez un arbre en faisant avec vos mains le mouvement inverse du mouvement de la voiture. Et ça a marché. Ça n'a pas très bien marché en fait auprès d'Uranus, mais près de Neptune, ça a très bien marché. Et donc, vous voyez, une réparation faite à distance. Malheureusement, la rencontre avec Uranus était un peu triste, puisque je vous rappelle, nous sommes là au mois de janvier 1986, et que la navette spatiale qui était partie pour observer la comète de Halley, avec des collègues à bord à qui on avait dit tu fais ça, tu regardes ça, tu observes comme ça, la navette a explosé au moment du lancement, et des amis, des collègues ont été tués au moment du lancement, et ceci quelques heures avant le passage, le survol d'Uranus. Donc je peux vous dire que l'ambiance n'était pas extraordinaire. C'est pour ça qu'il faudrait retourner vers Uranus, c'est important. Par contre, la rencontre de Neptune était extraordinaire. Moi j'ai eu quelques problèmes parce que quand j'étais petit, j'avais trouvé des anneaux autour de Neptune et j'avais calculé qu'ils étaient à 75 000 km du centre de Neptune dans le plan de l'équateur. Et la sonde devait passer à 75 000 km du centre de Neptune dans le plan de l'équateur. Donc j'ai demandé de changer la trajectoire de la sonde pour éviter une collision éventuelle. Pas tellement avec ces anneaux, mais avec la poussière qui devait être autour. Mes collègues ne me croyaient pas, disent oui, mais si on change la trajectoire, on sera plus loin, on verra moins bien. Ça a été une bagarre un peu dure. Bon, on a réussi à la résoudre au quartier général à Washington. La sonde est passée un peu plus loin, a pris la photographie, les anneaux étaient bien là, et on a trouvé des arcs de matière. Et comme j'étais le découvrir, j'ai eu la chance de les baptiser, je les ai appelés liberté, égalité, fraternité. Les Américains n'en voulaient pas, prétendant que c'est trop français. Je leur ai répondu que la liberté n'est pas française, elle est universelle, bien entendu. Donc vous avez la liberté, l'égalité, la fraternité qui marquent les confins du système solaire, et on retrouve la notion de culture. Donc vous voyez, il y a tout ceci. Alors là j'ai 350 diapositives, j'en commente chacune en 20 minutes. Hein, donc juste pour... Et donc, ce que je peux vous montrer rapidement, voici la trajectoire, voici l'ambiance. Vous voyez, les journalistes, les responsables de mission, Headstone, Brad Smith, les techniques d'observation de l'époque. Il n'y a pas d'ordinateur, c'est des machines à écrire, c'est des magnétoscopes. Bon là je suis idiot, je fais un soir idiot, donc passons vite. Les journaux qui en parlent, avec les titres de l'époque, Figaro, l'Aurore, Libération, Le Monde, etc. Vraiment une émotion extraordinaire au moment du passage. Et les découvertes évidemment ne sont pas du tout ce qu'on attendait. Ces satellites de Jupiter que sont Io, Europe, Ganymède et Callisto, ça ne ressemble pas du tout à la Lune. C'est complètement différent. Et juste un exemple, je n'ai pas le temps de commenter tout ça, mais juste un exemple. Voici par exemple Io. Quand on a vu ça, je peux vous dire, on n'a rien compris. Moi je comptais les cratères, je ne vais pas déborder, tranquille, il n'y en a pas. Alors on se dit c'est quoi? C'est une pizza, c'est une maladie pas avouable, vous voyez, et en fait le blanc c'est de la glace, le rose, le doré c'est du soufre, et le noir c'est un volcan d'activité.
Nous avons découvert 7 volcans d'activité au moment où on a survolé au mois de mars 1979 ce satellite. Et depuis, on a trouvé 110 volcans. Si vous survolez la Terre à un moment donné, la probabilité de trouver un volcan d'activité est très faible. En tout cas, il n'y en a pas 6 en même temps. Et ces volcans expulsent du matériau à des centaines de kilomètres au large. Et c'est très très actif. Et dans le cratère du volcan, il y fait 20 degrés, agréable. Mais on y respire du soufre et du dioxyde de soufre. Parce que personnellement, je respire assez mal. Hein. Donc, vous voyez, il y a des mondes complètement différents. J'ai pas le temps de décrire chacun. Et c'était ça la grande surprise de Voyager. Je sais pas si j'ai une autre image sur Voyager ici. Non, ça c'est Cassini, c'est autre chose. Donc voilà, j'ai répondu par oui à la première question. Hein. C'est formidable. Parlez-nous de Cassini maintenant. Ah ben voilà. Alors, deuxième thématique. Alors Cassini, ça c'est les pays impliqués dans cette affaire. Regardez maintenant, une mission spatiale, c'est une génération. Moi je me souviens, nous étions au mois de juin 1989. Voyez-vous, je suis un vieillard, hein, c'est le juin 89, dans un bureau, à Pasadena, banlieue de Los Angeles, et on se dit, ah, ça 89, pardon, juin 80, pas 89. Donc au moment où la sonde Voyager va survoler Saturne. Et on se dit, il faudrait prévoir la seconde étape, puisque l'exploration spatiale, vous le savez, se fait par étapes. Première étape, on survole. Deuxième étape, on tourne autour. Troisième étape, on se pose dessus. Quatrième étape, on se promène autour. Cinquième étape, on envoie un bonhomme qui plante un drapeau. Mais ça, c'est plus nous, c'est d'autres. Hein. Donc, vous voyez, alors la première étape, on l'avait faite avec le survol. On allait la faire avec le survol. On pensait à la seconde étape. Et je me souviens de l'ambiance autour de la table. Mes collègues disaient, non, non, c'est trop compliqué. Ça coûtera trop cher. On n'y arrivera jamais. Et moi, j'avais un slogan de ma jeunesse que je vous donne à nouveau parce que j'y crois beaucoup, et surtout les plus jeunes d'entre vous êtes-le. Dans la vie, il suffit de dire qu'une chose est impossible pour qu'elle le devienne. Donc on s'est battu. Coût de la mission 4 milliards d'euros, c'est pas très cher, parce que quand on voit ce que certains banquiers font à l'époque, à la même époque, avec la même somme, nous on fait mieux. Hein. Et donc 4 milliards d'euros, on a été voir les gouvernants. Mis des cravates, ça, t'as pas 4 milliards qui traînent. Ils ont dit, ah oui, mais avec ça on fait des autoroutes, on fait des hôpitaux, on fait des écoles. Non, non, ce qu'on propose c'est beaucoup plus intéressant. On a mis 10 ans pour convaincre les agences spatiales européennes et américaines. Et on a, comment dirais-je, eu le feu vert en 1990. Là, on a sélectionné les scientifiques, appel d'offres dans le monde entier. Qui veut participer à cette mission? Il y a eu des milliers de réponses. Moi, j'ai eu la chance d'être pris dans l'équipe d'imagerie. Nous sommes 14. Il y a 11 Américains, un Allemand, un Anglais, un Français. J'ai la chance d'être Français de la bande. Et nous étions censés faire un programme, préparer tout ça. Donc 91 des scientifiques sont sélectionnés. On construit la sonde. Enfin, construire, moi je ne sais pas tenir un tournevis, hein, mais enfin on dit aux ingénieurs, il faut faire ça, etc. Et c'est prêt en 97, et on lance cette sonde en 1997, et on arrive à Saturne en 2004. Pourquoi 2004? Je vais avoir la prochaine diapo qui montre la trajectoire ici. Parce que, ça c'est la sonde, hein. Voici le véhicule, où vous avez l'antenne communique avec la Terre, les caméras visibles ultraviolet, infrarouge, le radar qui est de l'autre côté, la sonde Huygens qui l'a plongée dans Titan, le champ électrique qui est mesuré par ces antennes, le champ magnétique qui est une perche à 15 mètres. Oui, parce que si vous mettez le magnétomètre ici, vous mesurez le champ magnétique des instruments. Donc c'est pas la peine d'aller aussi loin pour faire cette mesure. Hein, donc on l'isole. Et puis un peu de plutonium, parce qu'on est trop loin du soleil, pas de panneaux solaires. Et puis un peu de carburant pour les corrections de trajectoire. Et l'ensemble pèse 5 tonnes 7. Et on lance 5 tonnes 7 à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. Donc voici ce véhicule qui coûte 4 milliards d'euros parce qu'on n'en a pas produit beaucoup d'exemplaires. Hein, Et donc voici le véhicule et voici la trajectoire. La trajectoire donc, on lance de la Terre en 97 et on ne va pas directement sur Saturne parce qu'on arriverait trop vite. On aurait trop d'énergie, on ne pourrait pas freiner. Donc on joue au ping-pong avec les planètes, on lance de la Terre, on tourne autour du Soleil, on survole Vénus une première fois, ce qui change la trajectoire initiale, on survole Vénus une seconde fois, on survole la Terre, on survole Jupiter, et on arrive auprès de Saturne, et là on se met en orbite autour, ce qui est extrêmement délicat. Le lancement, le voilà, vous voyez, je montre ici que les nuages ne mangent pas les fusées, hein, bon. Et vous partez donc vers Saturne. Alors avec cette histoire, quand on a sur la Terre, il y a des gens, premier truc, il y a des gens qui ne voulaient pas qu'on lance. Moi j'arrive à Miami, près du Cap Canaveral, je débarque de l'avion, j'avais loué une voiture, et ils me disent, monsieur, votre voiture n'est pas prête, pouvez-vous attendre une demi-heure? Bon, je viens de faire 12 heures d'avion, je ne suis pas une demi-heure près. Donc j'attends, et je vois la télé qui parle de Cassini. Ah, je dis, bah les Américains, ils sont bien, ils font de la science. Et j'entends, ils parlent de la sonde controversée. Controversée, pourquoi? Il y avait des écolos qui disaient, ah, il y a du plutonium à bord, la sonde va tomber dans l'océan, les poissons vont manger le plutonium, la chaîne alimentaire va être interrompue. Donc procède pour que ce ne soit pas lancé. Entre parenthèses, chaque jour, des sondes au plutonium qui sont lancées par les militaires, personne ne dit rien. Et ils ont fait le procès à Hawaï. Pourquoi Hawaï? Parce qu'à Hawaï, c'est loin de la Floride. Et heureusement
que le président des États-Unis à l'époque était Bill Clinton, que j'ai rencontré un petit peu plus tard, et Bill a décidé qu'on lancerait quand même. Heureusement que ce n'est pas le successeur George Bush, vous savez, qui prétendait qu'il était mauvais à l'école, mais il n'y a pas qu'à l'école qui était mauvais celui-là. Hein. Et donc quand Clinton a dit on lance. Hein. Donc c'est parti. Et donc, premier problème. Deuxième problème, sur la Terre, c'est épouvantable. Si survole la Terre, la sonde va se heurter la Terre. Mais attendez, quand on survole la Terre, c'est pas un pilote de Formule 1 qui conduit pour prendre son virage comme il faut, et qui peut manquer son virage. C'est loi de Newton. Loi de Newton, ça marche bien. Hein. Donc on a survolé la Terre, pas de danger. Et enfin, troisième problème, quand on a survolé Jupiter, c'était le 30 et le 31 décembre 2000. Et les syndicats du coin ont dit « Ah, on voudrait passer les fêtes de fin d'année en famille. Pourriez-vous avancer ou retarder le survol ?» Alors on a dit écoutez, une grève dure peut changer les lois de la République, mais pas celle de Newton. Hein. Et puis quel meilleur moyen de fêter la nouvelle année, le nouveau siècle et le nouveau millénaire en survolant Jupiter. Ce qu'on a fait. Et arrivé sur Saturne, alors là, c'était extrêmement délicat. On est là, ici, et regardez un peu la manœuvre. On n'a pas assuré la sonde, ça a coûté trop cher. Donc on a croisé les doigts. Si on se plante, je voyais remettre ma cravate, l'achat d'État, t'as pas 4 milliards, bon, et alors la sonde, elle arrive d'en bas là, vous voyez, en bas. Elle passe là, elle coupe le plan de l'équateur de Saturne. Attention, elle ne traverse pas les anneaux, elle traverse le plan des anneaux. Mais, le plan des anneaux, il y a plein de poussière. Plein de poussière, ça veut dire que, à la vitesse où on arrive, la sonde eût été détruite. Donc ce qu'on fait, on renverse la sonde, et l'antenne de communication, on la met en avant, ça sert comme bouclier. Et du coup, on perd la communication avec la Terre. Et donc, on a comme bouclier, et quand on a traversé le plan des anneaux, on a reçu 10 000 impacts. Et là, on est là, on retourne la sonde à nouveau, on met par contre l'antenne en arrière et les moteurs en avant. Et là, on allume les moteurs pendant 95 minutes. Si on allume 94 minutes, c'est trop court, la sonde quitte Saturne, la mission est perdue. Si on allume 96 minutes, c'est trop long, la sonde tombe dans Saturne, et il faut 15 secondes près, alors qu'on a perdu le contact avec la Terre, allumer pendant 95 minutes. C'est ce qu'on fait là. On retourne la sonde à nouveau, parce qu'elle va retraverser le plan des anneaux, et à nouveau 10 000 impacts, et on retourne à nouveau la sonde pour diriger vers la Terre. Donc coucou, tout s'est bien passé. Je peux vous dire que là, on croisait vraiment les doigts. Hein. Tout s'est bien passé. Hein. Et donc, quand je pense à mes collègues qui ont travaillé sur Mars ou d'autres missions où ils ont eu 15 échecs, c'était épouvantable, etc., moi, j'ai eu la chance que Cassini et Voyager aient bien marché. Et alors là, je n'ai pas le temps de tout vous décrire, parce que là aussi, c'est des mondes complètement différents. Et ça vous donne une petite perspective de ce que sont, mais ce que nous allons découvrir dans les années qui vont venir au sujet des planètes qui tournent autour des autres étoiles. Et là aussi, je pense qu'on va avoir une diversité extraordinaire. Et j'ai envie, je ne veux pas critiquer quiconque dans la science-fiction, mais je pense que la diversité qu'on va voir dans ces planètes autour des autres étoiles sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que la diversité des romans de science-fiction. On est à l'aube d'une aventure extraordinaire là-dessus. Alors je donne juste un exemple, inattendu. Cet exemple inattendu, c'est ce qu'on avait manqué. Alors vous voyez la trajectoire. Alors la trajectoire aussi, on devait s'arrêter en 2008. Et en 2008, on dit « Oh, ça marche bien, on ne peut pas continuer ». Alors même problème, les Américains, il faut payer les ingénieurs. Alors ils ont dit non, 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 puis ils ont finalement dit oui. On a continué jusqu'en 2010 pour voir l'équinoxe. Puis alors là, on a dit, mais dites donc, on vient de voir l'équinoxe, on a bien voir le solstice. Ah. Et là, on continue jusqu'en 2017. Et en ce qui me concerne, je suis financé cette mission jusqu'à 2 ans après la fin de la mission. Donc je suis financé jusqu'en 2019. Donc je cherche un boulot pour 2020. Si on entendait parler de quelque chose, je suis preneur. Hein. Mais voyez, 1980, on se réunit pour cette mission. Fin de la mission 2020. C'est 40 ans. C'est une génération. Et les missions futures, vers Uranus, Neptune, etc., seront encore plus longues. Et moi, je voudrais bien retourner vers Neptune pour revoir mes anneaux à nouveau. Donc, si vous avez 7 ou 8 milliards d'euros qui traînent, hein, donc la situation est excellente, il n'y a pas de problème, eh bien, je construis cette sonde maintenant. Je la lance en 2032. J'arrive à Neptune en 2057. Et si vous m'invitez à Nantes, je viens en 2058 dans ma chaise roulante, vous montrer les premières images de Neptune. Vous voyez, c'est une génération complète. Et alors, dans ces histoires-là, on a... alors voilà, ce qu'on fait, c'est comprendre la planète, les anneaux, les satellites, c'est quoi hein. Et ben c'est quoi? Et ben juste un exemple. Tenez. Nous avons manqué, je vous ai dit, quand on a survolé Encelade avec Voyager, on a manqué cette vision puisqu'il y a une panne qui était due non pas à une collision de météorites, mais qui était due à un grippage d'un axe de rotation. Et bien là, vous avez Saturne, vous avez les anneaux qui sont là, vous avez Titan, et vous avez au bout de la flèche un petit corps. Ce petit corps fait 500 km de dimension, ça s'appelle Encelade. Et donc moi j'ai enseigné à mes étudiants pendant plus de 40 ans que plus un corps est petit, plus il est mort.
La Lune est petite, elle est morte, il n'y a pas d'activité géologique. La Terre est grosse, elle est active. Et donc, on s'attendait évidemment à voir un corps mort. Eh bien, regardez ce qu'on voit là. Ce qu'on voit là, c'est un corps sur lequel il y a peu de cratères, donc il y a une activité géologique. On s'attendait à voir un équateur chaud et un pôle froid. On a trouvé un équateur froid et un pôle chaud. C'est quoi? Et finalement, la découverte est faite par nos caméras. Vous avez le soleil étant derrière, des éruptions. Voici l'image brute de la découverte. Voici l'image traitée. Encelade en permanence et jette du matériau à 400 ou 500 km d'altitude. Est-ce que ce sont des geysers? Est-ce que ce sont des volcans? On s'est posé le problème. Comment ça se fait? On s'est posé le problème. Et on a eu la réponse. Je vais un peu vite. Vous passez sur Terre. Cette éjection dont je vous parle nous explique des phénomènes qu'on avait vus en 1970, 80, 90 et continue à eu lieu en 2008, 2009, 2010, 2011. Ça continue sans arrêt, sans arrêt. Et ce qu'on y voit, c'est ça. C'est-à-dire des failles dont surgissent des geysers. Et vous avez sous la surface d'Encelade, sous le pôle sud, une mer d'eau, H2O, avec une mer un peu salée, avec un petit peu de sel. Et cette eau salée, elle est à 20 degrés, bonne température, on peut se baigner, là, tranquille. Mais cette eau salée, cette mer, elle bouille, elle fait bo, 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 et on l'appelle l'océan Perrier, du nom de l'eau minérale du même nom, vous voyez. Et cette eau, elle passe à travers les failles qui sont sur la croûte d'Encelade, et ça donne des geysers. Et vous avez de l'eau sous forme de vapeur d'eau qui surgit à 20 degrés, mais la surface d'Encelade est à moins de 200 degrés. Donc quand ça surgit, paf, ça solidifie d'un coup. Ça fait un bouchon, clac, ça bouche le trou. Ben oui, ça bouillonne toujours en dessous. Et ça passe à côté. Et les vallées d'Encelade sont des failles pleines de bouchons qui ont bouché les éruptions précédentes, plein de gros rochers de glace. Et vous avez une activité complète. Et si je résume ce qu'on vient de voir, sur Encelade, on trouve de l'eau. Sur Encelade, on trouve de l'énergie, des airs. Et sur Encelade, on trouve de la chimie organique, composée de carbone, c'est XHY. Eh bien, si vous me demandez quelles sont les conditions nécessaires pour que la vie existe, je vous répondrai, pour que la vie existe, il faut de l'eau, de l'énergie et de la chimie organique. Autrement dit, autour de Saturne, un endroit tout à fait inattendu, on trouve un endroit où les conditions pour la vie sont réunies. Alors attention, je ne vous dis pas qu'il y a des baleines et des dauphins qui se promènent là-bas. Hein. Je vous dis simplement que les conditions sont réunies, parce qu'il y a des microbes, il n'y en a pas. Et donc la priorité des agences spatiales américaines et européennes, c'est dans les années 2020-2030, on y retourne, on va aller voir ce qui se passe, et deux choses possibles, ou bien on découvre la vie, et si on découvre la vie là-bas, ça veut dire qu'elle pullule dans l'univers, découverte fondamentale, ou bien on ne trouve pas la vie, on ne trouve rien. Et là, ça pose un problème, c'est que les conditions sont réunies, et la vie n'a pas apparu. Donc dans notre compréhension de la manière dont la vie apparaît quelque part, il nous manque un maillon. Donc quel que soit le résultat, c'est passionnant. Et ce qu'on trouve autour d'Encelade, c'est pas uniquement autour d'Encelade, c'est en beaucoup d'autres endroits, on a compris maintenant. Alors vous voyez, ça c'est les geysers, vous voyez, qui surgissent sur les failles. Voici à un moment donné ce qu'on aperçoit. Et les conditions qu'on trouve, alors je vous l'ai dit, c'est la chimie du carbone, de l'eau et de l'énergie. Bon, ça c'est la vie, je viens de le dire. On trouve aussi un dessin d'artiste qui représente ce qu'on doit avoir à la surface. Oui, c'est très différent de la Lune, c'est très différent de l'Io, c'est complètement différent d'un satellite à l'autre. Et finalement, quand je reprends ça... Ah oui, ça je vous montre, si vous allez à Versailles, dans le parc de Versailles, Louis XIV a fait construire des fontaines, et ceci est la fontaine Encelade, du nom du dieu grec. J'ai envoyé la photo à mes copains américains en disant « Nous, on n'a rien trouvé, Louis XIV, il l'avait compris avant nous. Hein, c'est les Français qui ont trouvé. Hein. » Donc, c'est exactement ce qu'il y a, des geysers, il y a des fontaines comme à Versailles. Hein. Et finalement, les autres endroits, c'est Europe. Europe, satellite de Jupiter, a une surface qui bouge énormément. Quand vous êtes dans les labos de mes collègues en Arizona, par exemple, ils ont d'immenses photos d'Europe qui font 20 mètres de long. Et comme des gamins, ils jouent avec des ciseaux. Ils coupent et puis ils font des puzzles. Vous voyez, c'est rigolo comme tout. Premier coup, je dis, attendez, c'est une belle photo, vous n'allez pas la couper. On en a d'autres, t'inquiète pas. Bon, alors ils font tout ça, ils s'amusent bien. Et on constate que sous la surface d'Europe, il y a un substrat qu'on a imaginé de la boue à une époque, c'est aussi de l'eau. Donc sous Europe, satellite de Jupiter. Sous Callisto, satellite de Jupiter. Sous Encelade, je viens de vous le dire, satellite de Saturne. Sous Titan, satellite de Saturne. Et sous Triton, satellite de Neptune, il y a de l'eau liquide, il y a de l'énergie, il y a de la chimie organique. Donc c'est un phénomène assez répandu finalement. Alors ceci, vous avez trois situations. Des océans à l'air libre, c'est la Terre. Des mers souterraines éventuellement, c'est ce qu'on soupçonne sur Mars sans le savoir encore, donc c'est pour ça qu'on retourne sur Mars. Ou bien
de l'eau sous la banquise, c'est ce qu'on voit sur les satellites des planètes géantes. C'est ce qu'on vient de trouver avec ces missions-là. Et alors, attendez, là donc il y a de l'eau, je vous l'ai montré. Là, c'est quoi ça? Oui, donc ça, c'est l'émission suivante, je n'ai pas le temps d'en parler. Et donc là, vous avez Triton, par exemple, ça a été de Neptune. Ça a été la dernière image prise par la sonde Voyager, justement. Et on s'attendait, là aussi, à voir la Lune. Pas du tout. Et vous voyez, dans mon boulot de compter les cratères, j'étais toujours pas débordé. C'est pour ça que j'ai réussi à résister encore, vous voyez, je ne suis pas trop fatigué. Et là, vous avez une formation en forme de X. Certains disent, ben voilà, on cherche la planète X, on l'a trouvé, c'est écrit dessus. Hein. Vous avez aussi XY, ça vous donne le sexe de l'objet. Hein. Et puis, vous avez un truc bizarre. Et quand on a survolé Triton, c'était au mois d'août 1989, on a vu cette traînée. On n'a pas compris sur le coup ce que c'était. Et avec cette sonde passant à 27 km par seconde, on a pris 3 photos. Avec 3 photos, on a fait un film. Donc un film plus naïf que Méliès, hein, mais plus cher que Ben-Hur, $1 milliard. Hein. Et là, avec 3 photos, qu'est-ce que vous voyez? Là, je vous montre l'image fixe. Vous voyez un truc vertical, un truc horizontal et un trait parallèle. Qu'est-ce que c'est? Le truc vertical, c'est un geyser. Et en haut du geyser, il y a un nuage qui se forme et il y a l'ombre du nuage en dessous. Mais sur Terre, quand vous voyez des geysers à Yellowstone, en Islande, c'est joli, ça fait du bruit, ça monte à 20 mètres, prenez des photos, vous allez dire, oh j'étais là-bas, c'est vachement chouette, 20 mètres, c'est beau, etc. 20 mètres. Mais le geyser là-bas, il fait 8 km. C'est du geyser, hein. C'est du vrai. Hein. C'est autre chose. D'où vient l'énergie? On a un sacré problème. Et donc là aussi, vous avez des surfaces liquides en dessous, de grandes surprises aussi. Et c'est un phénomène relativement répandu. Et ça, c'est Titan. Là aussi, regardez, Titan, on n'a rien vu au début, atmosphère de méthane. Et si vous continuez sur Titan, vous rattrapez. Vous savez que l'astronome est curieux. Hein. Et l'astronome, quand il voit un voile, il enlève. Il veut que les gens fassent des progrès, c'est normal. Hein. Eh bien, dans Titan, quand vous enlevez le voile, voici la découverte qu'on a faite avec nos caméras. C'est un lac. Et si vous me demandez à quoi ressemble la surface de Titan, on s'est demandé si la surface de Titan, elle était liquide ou solide. Fallait-il mettre des rames ou des roues sur le machin qui s'est posé? Eh bien, on a la réponse. Vous avez des étendues d'eau liquide, des étendues de liquide, des étendues de liquide de couleur noire, avec un rivage de couleur bleue, sur un sol de couleur brune. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce liquide? Il fait moins de 200 degrés, c'est n'ayant pas de l'eau. C'est du méthane liquide, alimenté par des rivières de méthane liquide, qui elles-mêmes sont formées par des pluies de méthane, issues de nuages de méthane. Et au gré des saisons, ce méthane s'évapore pour former des nuages, et quand il se retire, ça donne un rivage de couleur un peu bleutée. Et donc vous avez à la surface de Titan le cycle du méthane, comme vous avez sur Terre le cycle de l'eau. Et le sol qui est ici est de couleur un peu brune, c'est de l'eau H2O, mais à moins de 200 degrés, c'est de l'eau solide, c'est de la glace, et la glace à moins de 200 degrés, elle est plus dure que la roche sur Terre. Et donc vous avez du méthane liquide coulant au milieu de l'eau solide, et dans le sous-sol de Titan, vous avez un océan d'eau liquide. Même chose qu'en Slade et autres. Grande surprise. Et donc on comprend. Si d'ailleurs vous voulez que vos petits enfants fassent fortune, créer une agence de voyage interplanétaire, eh bien vos clients seront très contents parce qu'ils découvriront des paysages uniques, d'une grande variété par rapport à ce qu'on voit sur Terre. Enfin, il faut peut-être attendre quelques siècles pour que vous rentabilisiez votre argent investi dans cette agence interplanétaire. Hein. Et alors, juste, il nous reste 10 minutes si vous voulez nous évoquer votre livre. Donc 10 minutes, il faut que je finisse mon introduction. C'est ça. Alors on parle de quoi là? Ben, tenez, je vous montre, tenez, juste une petite vue de Titan. On a fait un film avec nos images et le radar, on a combiné le radar et les images. Et voici le pôle sud de Titan. Voici le lac qu'on appelait lac Ontario, qui en fait ressemble beaucoup plus au lac Victoria en Afrique. Et vous voyez ce qu'on verrait si vous allez sur Titan. Ceci est un montage de nos photos, mais c'est réel comme paysage. Voilà ce que vous verriez. Avec des montagnes pas très élevées, des collines plutôt, 700 mètres de hauteur, 1 km. Et vous avez donc ce lac, avec le rivage ici, et un rivage qui est ici, avant que les promoteurs ne s'en emparent, vous voyez. Et là, vous continuez, et vous avez, tenez, un petit truc là, on ferait bien un petit port de pêche, là, sympa. Hein. Et puis vous tournez autour sur Titan, et là, vous avez donc le sol de Titan, toujours fait de glace, hein. Et vous avez un delta qui alimente ce lac, donc on voit de l'autre côté, on voit par là. Voilà, vous voyez le delta qui alimente, la rivière qui alimente Titan. Donc voici à quoi ça ressemble. Et juste un clin d'œil qui dure 1 minute du film suivant. On a mis bout à bout les images de la sonde Huygens, qui est une sonde européenne qui a plongé dans Titan. C'est la première fois que l'Europe lançait une sonde aussi loin. Premier essai, premier succès.
vous avez le Soleil, la Terre et la Lune. On va faire un zoom arrière et vous allez voir ce qu'on... Alors attention, ce film, on a mis les images dans le bon sens. Les premiers films publiés sur Internet, on s'est trompé, on n'avait pas compris dans quel sens tournait la sonde. Donc ils sont tous faux. Mais celui-là, c'est dans le bon sens. Là, vous avez Saturne et Titan. Et on va lâcher la sonde Huygens. Chose amusante, la sonde Huygens, on a donné à cette sonde le nom d'un catholique florentin, Cassini, auquel on a collé sur lui un protestant hollandais, Huygens. Donc le protestant a été collé sur le catholique et on les a séparés le 25 décembre, pas fait exprès, loi de Newton. Et là, vous voyez, on atteint Titan. J'étais un jour à la télé avec les footballeurs, la Zidane et toute la bande, je leur ai dit, nous, il n'y a pas de moteur. Quand on tire un coup franc, on va au but à coup sûr. Et pourtant, on est moins bien payé que vous. Hein, Et donc là, voilà, on plonge en Titan. Et aux images de synthèse ont succédé des images réelles. Et donc vous plongez dedans, on voit rien. Il y a des nuages. On est dans le couche de nuages. Là, vous avez le temps, la vitesse qui se déroule. On était à 20 000 km/h, pas de radar, c'est bon, on peut y aller. Et là, on voit rien. La lumière est par là. On est à 110 km d'altitude. On continue à descendre. On continue à descendre. Et là, on a mis un bouclier thermique construit par la France. Et puis une série de parachutes qui sont ouverts pour arriver doucement. Et là, on n'est plus qu'à 50 km, vous voyez. On commence à apercevoir des choses. On se demandait à l'époque, le sol est-il liquide ou solide? On continue, on a 40 km, altitude d'un ballon sur Terre. On continue, on continue. Ah, ça semble bien solide, hein. C'est pas, il y a des détails là. On n'est plus qu'à 30 km. On continue à descendre. On continue, on n'est plus qu'à 20 km et quelques. Vous voyez, on voit des petites formations comme une rivière ici. On est à 23 km, altitude d'un avion de chasse sur Terre. Et on continue à descendre. On continue. Visiblement, c'est solide ça. Et là, on est à 17 km, altitude du Concorde, à l'époque le Concorde volait encore. Continue à descendre. Là, on n'est plus qu'à 14, 13, 12, 11 km, altitude d'un avion de ligne normale. On voit bien que l'horizon est un peu plus court que sur Terre. Titan est un peu plus petit, mais plus gros que la Lune tout de même. Et là, on va tomber. Et là, attention, on n'est plus qu'à 19 km/h. Attachez bien votre ceinture, parce qu'on va cogner à 17 km/h. Donc ça fait un petit peu mal derrière. Attachez-vous bien. Et donc, on va cogner, on descend, 4 km. On continue à descendre. On continue, 3 km, on continue, 2 km, on continue, 1 km, attachez-vous bien, attention, on continue, 1 km, on va cogner, ça descend, 0 km, voilà, et boum, on est par terre. Et là, on est allongé par terre, les cailloux que vous voyez là, ils font 5 cm, 10 cm, on aimerait bien une petite voiture pour aller se promener. C'est pas liquide, c'est solide. Mais quand on dit oui, c'est solide, mais il a plu il y a 2 jours. Bon, je veux bien. Hein. Et si vous marchez là, ça fera splash, splash. C'est un peu comme du sable mouillé, un peu comme une crème caramel en quelque sorte, comme sol. Et on a bien envie d'y retourner évidemment, et on y retournera. C'est ça qui est important. Et c'était la première fois qu'on faisait cette chose-là. Alors, j'ai répondu brièvement à la question. C'est superbe. Un petit mot sur votre livre, Lequel ? Jacob. La science, une ambition pour la France. Ça, c'est une autre histoire. L'année dernière, Odile Jacob m'a fait publier un bouquin à l'occasion des élections présidentielles. Je dînais chez elle, c'est une femme charmante, et au dîner, je lui dis je suis débordé en ce moment, j'ai pas le temps, et donc j'ai pas le temps de me présenter au présidentiel. Mais j'y songe pour 2017 ou 2022. Mais en attendant, j'ai un programme, et mon programme repose en 3 priorités, à l'exclusion de tous les autres. Mes 3 priorités sont la culture, la recherche et l'éducation. Odile me dit super André, faites un bouquin, 1 semaine, 60 pages, on le publie avant les élections. Bon, je suis un peu lent, j'ai mis 2 mois, j'ai fait 160 pages. À l'arrivée, j'ai déjeuné avec François Hollande, à qui j'ai essayé d'expliquer des choses. Je lui dis que les hommes politiques, les ministres, les députés, les présidents, les directeurs des chaînes de radio et de télévision, les capitaines d'industrie, tous les gens qui jouent un petit rôle en France, aucun d'entre eux n'avait fréquenté le monde de la recherche. Ils l'ignoraient totalement. Alors que notre vie de tous les jours est totalement conditionnée par les découvertes récentes. Ce que vous faites chaque jour, vous, n'a rien à voir avec ce que c'est vos parents, vos grands-parents. Que vous preniez un téléphone portable, vous allez à l'hôpital, prenez l'avion ou la voiture, ça n'a rien à voir. Et dans un monde commenté, auquel la science a apporté beaucoup de bienfaits, on ignore la science. Quand on ne la critique pas, quand on ne la combat pas. Alors je lui dis que les grandes écoles françaises qui formaient des étudiants de qualité n'habituaient pas les étudiants à faire une grande école. J'ai cité HEC, l'ENA, Sciences Po, enfin toutes les écoles que j'ai citées. Comme cet homme avec l'humour, à la fin du repas, il m'a dit les 3 écoles que j'ai faites, c'est HEC, Sciences Po et l'ENA. J'espère que je n'ai pas été trop déformé. J'ai écouté, on verra si on peut vous récupérer, je vous le dirai dans 2-3 ans. Bon, et en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est un cri d'amour pour la science dans un monde où la science est absente. La science est absente de l'école. La science est la vraie science. Apprendre des équations au gars pour le construire, c'est idiot, mais la science, ça sert à quoi? La démarche scientifique, c'est quoi? Comment ça marche? Il y a une confusion épouvantable entre la science fondamentale et la science appliquée. Quelquefois, on veut faire des économies et on coupe les crédits dans le truc. Moi, je dis, pour marcher, il faut 2 jambes.
Si pour faire des économies, vous coupez une jambe, vous ne marcherez pas mieux. Hein. Et donc, la science fondamentale, dont le seul but est la connaissance, est nécessaire. Mais la science appliquée, si on ne fait que ça, c'est construire une maison sur du sable. Autrement dit, la science appliquée a besoin de la fondamentale, et la fondamentale a besoin de l'appliquer. C'est souvent en France le lien qui marche mal. La radio, la télévision, je veux dire, c'est incroyable. Vous avez 200 chaînes de télévision. Le nombre de films scientifiques, de choses à raconter est extraordinaire. Il n'y en a aucun. Les directeurs de télé, ils ne connaissent pas la science. J'ai juste un exemple. Vous n'étiez pas né à l'époque. Dans le passé, dans les 70, il y avait 3 chaînes de télévision. Elles étaient en noir et blanc. Et un jour, Pierre Sabat, qui est un pionnier de la télévision, m'avait invité à commenter les comètes. Donc il m'invite, il m'assoit sur un tabouret, il me met devant un drap blanc, et je parle pendant 1 heure des comètes. Et puis il a invité quelques scientifiques, il a invité Hubert Reeves, il a invité Yves Coppens, il a invité, etc., quelques-uns. Et on passait le dimanche soir, sur la 3e chaîne, à 8h30. Aux heures importantes en quelque sorte. Eh bien, à l'époque où je suis passé, sur la 1, il y avait Belmondo dans L'Homme de Rio, sur la 2, il y a Jacqueline Maillan, une pièce de théâtre, nous étions sur la 3. Et bien à l'audimat, on a été battu de justesse par Belmondo, mais ça a coûté plus cher, et on a battu Jacqueline Maillan. Autrement dit, la science, aux heures de grande écoute, présente de manière sympa, avec les histoires qu'il y a, toute l'aventure humaine, et ce que nous faisons en ce moment, pourrait être présente. Et hélas, quand je pense que le contribuable français paye une redevance télévision pour voir des jumeaux qui disent que des bêtises, c'est bête. Hein. Et donc, en fait, on devrait faire un petit effort à l'école, dans l'industrie, partout. Et finalement, apprendre ce que c'est que la science, c'est apprendre le doute, c'est apprendre l'humilité. Beaucoup d'hommes politiques, j'ai raison, j'ai toujours les autres ont tort, c'est moi qui ai raison. Non, un scientifique, il n'est pas comme ça. Et donc, j'ai essayé, dans un petit pamphlet, de dire combien elle est importante et combien, finalement, vous êtes-vous jamais demandé pourquoi la France et l'Europe étaient très légèrement en avance par rapport à la Chine, par rapport à l'Inde ou par rapport au monde arabe pendant quelques siècles? On n'est pas plus intelligent, on a le même cerveau qu'eux. Mais nous avons connu une époque extraordinaire qui est la Renaissance scientifique. C'est là où tout a démarré, ça a donné le siècle de lumière, ça a donné le monde industriel, ça a donné ce que nous connaissons, et c'est la science qui a fait la différence. Et les Chinois actuellement qui font des efforts énormes ont bien compris, et récemment les Chinois viennent de lancer 22 satellites, pendant que l'Europe en lançait 3. En Europe on discute, on est mollasson, on dit... Et en même temps, ce qu'on cache propos, c'est tous ces oiseaux de mauvaise augure qui disent c'est la crise. Moi je passe mon temps autour de Saturne, puis de temps en temps je reviens sur Terre. Et quand je reviens sur Terre, j'allume la télé. Et j'entends, c'est la crise, c'est épouvantable, etc. Alors qu'est-ce que je constate? On n'a jamais vécu aussi vieux. On n'a jamais été aussi bien soigné. On n'a jamais fait autant de découvertes. Je fais partie de la première génération qui ne soit pas partie à la guerre, depuis 2000 ans. Un bateau à Marseille, il n'y a pas longtemps, c'était la moitié de la ville qui était morte d'épidémie. Une mauvaise récolte, c'était 100 000 morts pour l'hiver. Quand vous alliez au Moyen-Âge, à Marseille, à cheval, vous étiez agressé 8 fois. Aujourd'hui, quand on va à Marseille, on est agressé moins de 8 fois. Hein. Et donc, c'est une méthode merveilleuse. Et donc, moi, si on me dit, tu as le choix, André, tu nais quand tu veux. Tu nais entre il y a 6000 ans et aujourd'hui. Eh bien, je choisis de naître aujourd'hui, évidemment. Et en même temps, quand on dit c'est la crise, ça rend les gens tristes. Et la tristesse, c'est communicatif. Mais je crois que la joie et l'enthousiasme sont aussi communicatifs. Et donc, vous savez que dans l'Antiquité, le messager d'une mauvaise nouvelle était mis à mort. Donc je ne demande pas qu'on mette à mort tous les journalistes qui racontent ces choses-là, mais au moins. Et donc vous comprenez que je lutte contre les homo tristus, hein, qui est épouvantable, et en faveur des homo rigolus, moins nombreux, mais plus utiles. Hein. Bon voilà, donc le bouquin... On m'a dit tu viens et tu réponds aux questions, mais j'ai pas répondu aux questions. Mais si, c'était très bien, c'est très bien. Allez, on a le temps pour une question peut-être dans le public. Ma réponse est oui, quelle est la question? Ouais, merci, c'est extraordinaire l'ambiance que vous mettez. Oui, donc apparemment la loi de Newton vous a suffi pour tous vos prévisions de trajectoire, donc jamais de correction relativiste. Non, alors j'ai pas parlé, là aussi j'ai oublié, de 2 choses. C'est la sonde Voyager qui, vous savez, en ce moment quitte le système solaire. C'est la première fois que l'humanité lance une sonde qui quitte l'environnement du système solaire, ce qu'on appelle l'héliosphère, par analogie à la médiosphère autour de la Terre. Et nous sommes en train de quitter le milieu interplanétaire pour rentrer dans le milieu interstellaire. Et cette sonde Voyager atteindra la constellation de Fucus, les étoiles de la constellation de Fucus, dans 5 milliards d'années. Et à ce moment-là, les étoiles seront parties depuis longtemps. Mais ça sera 5 milliards d'années. Et alors, la relativité, on s'est posé la question pour les sondes pionnières. Au passage, j'ai oublié de vous dire que savoir si on pouvait aller à Jupiter, c'est-à-dire franchir la ceinture des astéroïdes et le champ magnétique et le champ électrique, on l'a su par la sonde pionnière, qui était des sondes kamikazes,
quand on lançait en avant, pour voir si ça passait. Et ça passait. Et quand dans un film de science-fiction, vous voyez une fusée avec des astéroïdes qui passent, et le gars qui conduit la fusée en faisant ça, idiot. Il n'y a pas plus de cailloux, de poussière ou de matériaux dans la synthèse d'astéroïdes qu'à côté. Il y en a autant. C'est la même chose. Donc en gros, nous avons uniquement besoin de la mécanique classique. Par contre, les sondes pionnières qui continuent en quittant le système solaire, on s'est demandé s'il n'y avait pas un petit écart de trajectoire qui serait expliqué par un écart, même pas à Newton, mais un écart à Einstein. Et donc s'il n'y a pas une nouvelle théorie qu'il faudrait faire. La position que nous avons maintenant, il y a beaucoup de bêtises qu'on a dit à ce sujet, c'est qu'en fait, ces sondes pionnières ne sont pas sphériques, elles sont très dissymétriques, et il y a un petit peu de dégazage. Dans le métal, il y a un petit peu de gaz, dans le vide énorme qu'il y a là-bas, du métal qui part et du gaz qui part, c'est comme moteur à réaction, ça fait des petits changements de trajectoire. Et pour l'instant, le dégazage de la sonde arrive à expliquer cette petite déviation, et donc Newton marche bien, Einstein marche bien, mais pour piloter Voyager, Newton suffit, et pour répondre à votre téléphone portable, pour savoir où vous êtes avec le GPS, par contre, il faut Einstein. Donc, en gros, tout marche bien. Ça, les lois de physique tiennent bien. C'était la première question. Quelle est la troisième? Une autre question rapide. On a 4 minutes devant nous. J'ai pas tout dit, hein, pourtant. On s'en doutait. Il y a un monsieur qui lève la main. Vous avez parlé de la recherche. Je voulais savoir, est-ce que au niveau de la France, en fait, on en est au niveau de la formation sur la recherche, sur les études scientifiques, où ça mène exactement, est-ce qu'il y a vraiment des choses valorisantes? Alors moi, dans ma branche d'activité, je suis de l'informatique, je croise beaucoup de gens, enfin un certain nombre, qui ont des doctorats et qui reviennent dans l'informatique parce qu'ils ne trouvent pas de travail en France. Ils sont obligés de trouver ce qu'on leur propose. Donc moi je trouve ça un peu désolant quand même. Alors, il y a plusieurs réponses à ce que vous dites. C'est la science et le fait qu'on trouve un travail ou non. La première chose qui est très inquiétante de votre pays, mais pas de notre pays, en Europe, c'est que demain, nous allons manquer d'ingénieurs, nous allons manquer de techniciens, nous allons manquer de chirurgiens et de métiers essentiels. La formation assurée pour l'instant est insuffisante. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, dans mon université, qui est pluridisciplinaire, Paris Diderot, tous nos étudiants en sciences ont un travail, aucun n'est au chômage, un travail correspondant à leur niveau, bac plus 3, plus 4, etc. Et ils ne déchargent pas des caisses au marché la nuit, évidemment. Et donc, et par contre, et je ne veux pas quitter les sciences sociales qui sont très importantes, dans le domaine des sciences sociales, il y a des problèmes. Je vous donne un exemple. Moi, j'enseigne en L2, c'est-à-dire au niveau bac plus 2 en physique. Nous avons dans ce cursus-là 20 étudiants qui, à l'arrivée, ont un travail. Et dans le cursus équivalent en psychologie, ils sont 700. Nos 20 étudiants vont donner 20 personnes qui seront techniciens, ingénieurs, je ne sais pas. Et sur les 700, nous savons déjà qu'il y en a 300 qui seront au chômage. Donc, ça dépend de la discipline que vous prenez. Le doctorat, moi je milite pour que le doctorat soit en France réhabilité. J'étais intervenu au moment de la campagne présidentielle à la télévision en disant que c'était idiot de demander à un candidat à la présidence de savoir 500 signatures de maire, c'est pas utile. Et je proposais qu'on le remplace par une condition nécessaire mais loin d'être suffisante, c'est que pour être candidat à la présidentielle, il faut au moins avoir un doctorat. Je crée tous les candidats depuis 30 ans. Hein. Et parce qu'un doctorat, ça vous apprend à travailler, ça vous apprend à parler anglais, ça vous apprend à maîtriser l'informatique, ça vous apprend à mener un projet à bout, ça vous apprend à réfléchir, etc. Et là aussi, il faut le favoriser. Alors maintenant, le problème que nous avons en astronomie, c'est que les gens qui viennent chez nous pour faire un M2 et une thèse d'astro, tout le monde n'a pas forcément une position en astro. Nous avons à peu près, en France, depuis 40 ans, 20 postes par an. Et chaque année, il y en a entre 70 et 80 qui passent une thèse. Beaucoup d'entre eux ne souhaitent pas forcément continuer. Il y en a qui continuent dans d'autres domaines, informatique ou autres, beaucoup d'autres domaines. Mais certains veulent continuer. Et ça passe pas toujours, effectivement. Mais il faut dire aussi que, moi, le conseil, j'en profite pour les gens qui sont plus jeunes pour donner un conseil. Si quelqu'un me dit, moi je veux faire de l'astro, à tout prix, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dis que pour faire quelque chose en astro, mais dans beaucoup d'autres domaines de la vie, il faut remplir 3 conditions. La première, il ne faut pas être trop mauvais dans la discipline qu'on commence. Je veux dire, si vous êtes chercheur, en sciences, il faut connaître un peu de maths et de physique. Si vous voulez être champion olympique, il faut être capable de sauter 50 cm en hauteur. Si vous voulez être danseur, il faut avoir un peu de souplesse, etc. Donc on apprend les fondamentaux. Et pas les programmes scolaires actuellement qui sont stupides et idiots. Hein. Mais là aussi, il faudrait les former en profondeur. On apprend les fondamentaux. On apprend aux gens à écrire. Moi, je vois le nombre d'étudiants qui font 3 fautes de français par ligne, ça va pas. Hein. Ceux qui ne sont pas fichus de faire une règle de 3, ça va pas. Donc les fondamentaux. Deuxième chose, il faut être passionné. Nous avons des étudiants qui ont de très bons résultats. Ils sont premiers à la Rudule, premiers à Polytechnique, ils sont premiers à l'agrégation, ils ont fait un parcours scolaire brillant, mais il manque un peu de passion.
Et quand ils arrivent dans leur métier, ils croient qu'ils sont arrivés parce qu'ils sont anciens élèves de l'école machin, donc ils roulent des mécaniques. Hein. Mais en fait, n'ayant pas la passion, je veux dire, si vous dites, ah bah, il est 4 heures de l'après-midi, ben, je m'en vais, c'est samedi, je me repose, ah, c'est les vacances, je m'en vais. Non. Quand vous faites que vous fassiez de la danse, du sport, de la recherche, n'importe quoi, il faut parler vulgairement que ça vous tienne aux tripes. Et là, c'est une passion, mais un plaisir aussi. Et enfin, la troisième condition qu'il faut remplir, il faut rencontrer les bonnes personnes. Vous ne percerez jamais, vous êtes tout seul. Alors les jeunes me disent, mais comment je fais pour rencontrer les bonnes personnes? Alors je leur réponds qu'il n'y a pas une bonne personne pour tout le monde. Je dis, c'est comme le mariage. Si vous épousez quelqu'un, il n'y a pas une femme idéale ou un homme idéal. Sinon la pauvre fille, elle serait débordée. Hein, tout le monde la voudrait. Ou le pauvre garçon, il n'y arriverait pas. Mais il y a quelqu'un qui vous convient. Et si vous trouvez un conjoint, un compagnon, une compagne qui vous convient, c'est le bonheur. Si vous trouvez quelqu'un qui vous engueulez, c'est la déprime, l'affreux, on se bagarre, c'est épouvantable. La recherche, c'est pareil. Quand vous rencontrez la bonne personne, il ne faut pas la louper. Et dans la vie, on rencontre plein de gens. On rencontre plein d'occasions. Mais la bonne occasion, il ne faut pas la manquer. Et là, il faut être curieux, voir le monde, lever le nez, interroger. Et on voit là où ça se passe. Et ça peut bien se passer en France, mais en Allemagne, ou au Japon, ou en Australie. Il ne faut pas hésiter à bouger. Pas qu'il dit, ah, moi je suis là, je bouge pas, ma copine est à côté. Non, mon coco, si tu fais ça, tu n'auras rien. Et donc, en gros, actuellement, je pense que les étudiants en sciences, ils ont tous un boulot. En plus, c'est passionnant. Et hélas, dans le public, il y a une espèce de mythe comme quoi la science est difficile, c'est pas compréhensible, etc. Et pourquoi la science est rendue difficile? C'est parce que quand vous allez à l'opéra, quand vous allez voir un spectacle de ballet, le chanteur ou le danseur, il s'est entraîné pendant 20 ans. Il travaille comme un malade. Mais sur la scène, il vous dit pas, je mets mon pied ici, je regarde les seins, tourne à gauche. Il danse. Et vous aimez ou pas. En science, c'est pareil. On vous explique pas la technique, l'équation machin qui ennuie tout le monde. Cette technique est nécessaire. Enfin, d'avancer, mais on vous explique à quoi ça sert, pourquoi on le fait, quelles sont les applications. Et souvent en science, certains ne font pas l'effort d'expliquer à quoi ça sert. Donc la science n'est pas en bonne position dans notre société. Je prends l'exemple des instituteurs, qui sont des gens extraordinaires. Moi, quand j'étais petit, je rêvais d'être instituteur. Bon, mais je me disais, j'y arriverai jamais. Hein, mais bon, instituteurs, 80% d'entre eux ont des études purement littéraires. Ils ne connaissent pas un mot de science. Du coup, ils n'apprennent pas aux gamins les choses marrantes. Tiens, le ciel est bleu, tiens, c'est rond, tiens, ça tombe. Pourquoi? Ils ne l'apprennent pas. Puis après, on prend le mauvais pli. Et donc, on manque de gens. Et l'enseignement, moi, je m'en moque, je suis un étudiant, je ne fais pas le théorème de Schtroumpf. Mais par contre, les gamins, quand on a un peu d'enthousiasme, c'est extraordinaire. Et donc, si on a un peu d'enthousiasme, si on fait les bonnes directions, si on rencontre les bonnes personnes, et si on fait de la science, on est sûr non seulement d'avoir un boulot, mais en plus de faire plaisir pendant la vie. Et finalement, moi, je vois tous les gens ici, vous êtes tous beaucoup plus jeunes que moi. Moi, mon avenir est derrière moi, et vous, votre avenir est devant vous. Quelle chance vous avez, hein. C'est un joli mot de la fin. Merci, monsieur Barrique.